Une simple seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est pas vrai! Comment ces miraculés ont survécu pour nous raconter leurs histoires? Évitez la routine parce que demain, vous serez peut-être mort. Grâce aux témoignages de ceux qui ont dansé de près avec la faucheuse, J'ai évité la mort comme j'ai pu. nous allons découvrir le sens de la vie. Je ne savais pas si j'allais mourir. Détermination, Tu n'as pas envie de mourir comme ça. réflexe, C'est terrifiant! adrénaline. La sécrétion de dopamine est telle qu'on en veut toujours plus. Et beaucoup de chance. Bienvenue dans Les pires accidents. Aujourd'hui, ce pilote l'a échappé belle. Quelles sont les chances de survie d'un alpiniste privé d'oxygène dans la zone de la mort de la plus haute montagne du monde? Est-ce que ce père et son fils piégés dans un incendie de forêt parviendront à s'en sortir? Mon Dieu, aidez-nous! Et que fait un parapentiste quand son équipement le lâche et qu'il voit la mort en face? Mais en ce moment, un kayakiste en détresse est aspiré dans un tourbillon infernal. Je m'appelle Sean Rist. Je fais du kayak depuis 12 ans. J'adore ça. Ce que j'aime le plus dans le kayak, c'est l'adrénaline. Mais les sensations fortes ne sont pas toujours sans risque. En ce qui concerne le canoë-kayak, le plus grand danger, c'est le siphon. Un siphon fonctionne comme un évier. Si on retire le bouchon, l'eau commence à tourbillonner et est aspirée vers le fond. Si on est pris là-dedans, on a de fortes chances de se noyer. Mais les siphons sont assez rares. En effet, Sean ne pense pas au siphon lorsqu'il se rend aujourd'hui dans les Adirondacks avec son ami Aaron Baker. La rivière Bokeh est une de leurs préférées. La rivière Bokeh, c'est 8 km de rapide vraiment raide. J'avais déjà descendu la rivière à plusieurs reprises, sans problème. Mais en canoë-kayak, les conditions ne sont jamais les mêmes, que ce soit d'une rivière à une autre ou pour une même rivière, même si on la connaît bien. Le niveau de l'eau peut changer, le débit peut changer, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Si par exemple un kayakiste se trouve confronté à une situation extrême, comme une eau glacée ou dangereuse, son cerveau va se mettre dans ce qu'on appelle le mode survie. C'est-à-dire qu'il va se concentrer uniquement sur l'essentiel pour sauver sa peau. Car l'eau est vraiment un élément avec lequel il faut compter. Une leçon que ce surfeur apprend à ses dépens lorsqu'il affronte des vagues géantes au large de la Nouvelle-Zélande. Sa témérité se transforme rapidement en terreur quand les rouleaux s'abattent sur lui. Vite, vite, vite! Heureusement, il sera sauvé in extremis. Lors de cette course de canoë-kayak en Irlande, une équipe est prise dans les remous et projetée contre un pilier en béton. L'embarcation se brise en deux. Les kayakistes doivent alors trouver la force nécessaire pour tenir bon jusqu'à ce qu'une équipe de secours parvienne à les sortir de là. La rivière Cache-la-Poudre, dans le Colorado, serait le paradis des kayakistes s'il n'y avait pas autant de branches et de troncs d'arbres en flottaison. Ce kayakiste aperçoit une femme coincée entre un tronc et un rocher. Il décide de lui venir en aide, car elle risque d'être emportée par le courant. Faites vite! Mais pour ce faire, il doit se rapprocher. Je vais devoir sauter! L'homme lutte contre le courant et fait un effort surhumain pour arriver jusqu'à elle. Un tronc s'est infiltré à l'intérieur du kayak. Heureusement, le courageux sauveteur parvient à libérer l'embarcation. La femme est emportée par le courant, mais elle parvient à s'en sortir.
Cela confirme qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'eau. J'étais avec mon ami Aaron Baker. On venait de descendre environ 6 km de rivière. À la fin du parcours, il y a des chutes assez importantes. On est donc sortis de nos embarcations pour faire un repérage par mesure de sécurité. On est tombé sur 2 autres kayakistes qui faisaient la même chose. On a observé la chute et ça semblait réalisable. Mon ami Aaron s'est lancé le premier. Il est passé comme un chef, a terminé la course, puis il est remonté sur la rive. C'était mon tour. J'étais plutôt confiant. J'ai descendu la première chute au milieu des remous. Ça ne s'annonçait pas trop mal. J'étais à fond. J'ai commencé à pagayer vers le bord de la deuxième chute, mais je n'ai pas pu la franchir. J'ai essayé d'attraper la paroi rocheuse et de me hisser par-dessus bord, mais c'était trop glissant. Je n'ai pas réussi et finalement le courant m'a projeté contre la roche et m'a renversé. Sean est impitoyablement aspiré dans un siphon. C'est la dernière chose à laquelle il s'attendait. J'ai commencé à comprendre que j'étais en danger, car je tournais toujours autour du même axe. J'avais beaucoup de mal à respirer et ma bouche était sous l'eau. J'avais besoin de toutes mes forces pour tenter de remonter à la surface. Mais j'ai réalisé que je m'épuisais rapidement. Plus le kayakiste reste longtemps dans l'eau, plus cela devient dangereux. L'irrigation sanguine du cerveau ralentit, les processus décisionnels sont altérés, il y a des pertes de mémoire et souvent de la confusion. Mais s'il parvient à rester concentré et à garder des forces, il a de meilleures chances de survie. L'aspiration de ce siphon était incroyablement puissante. À chaque fois que je faisais le tour de l'axe, j'étais de plus en plus faible. Il n'y avait pas d'issue. À un moment donné, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir et c'était terrifiant. Aaron voit la scène depuis la terre ferme Ah, non, et comprend qu'il doit agir rapidement la vache! s'il veut que son ami Sean ait une chance de survie. Heureusement, les 2 kayakistes qu'ils ont croisés un peu plus tôt arrivent pour lui prêter main forte. Lancez la corde! Quand mon ami Aaron est arrivé, j'étais soulagé. Un des gars était sur le point de lancer la corde, mais Aaron l'a stoppé. Attendez! Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne lancent pas la corde? Vous risquez d'être emporté! Mais on a compris que si l'autre kayakiste avait lancé la corde à ce moment-là, il aurait été entraîné par la force du courant et arraché de la falaise. La catastrophe a pu être évitée de justesse. La corde est maintenant sécurisée et on espère que Sean parviendra à l'attraper. Prêt? C'est parti! J'ai réussi à l'attraper du premier coup. Je me suis accroché à cette corde comme à une bouée de sauvetage. Ils ont commencé à me tirer, mais ils étaient à contre-courant et c'était très difficile pour eux. Sean! Je ne pouvais pas m'agripper à la roche car elle était trop glissante et je me suis obstiné à m'accrocher à cette corde. Ils m'ont tiré de toute leur force vers le haut jusqu'à ce que les kayakistes puissent m'attraper par le bras pour me sortir de là. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. C'était absolument incroyable, comme si j'avais gagné à la loterie. J'étais complètement épuisé physiquement. J'étais en état de choc, je tremblais comme une feuille. Mais c'était un moment très intense de ma vie. Sean a survécu et n'hésitera pas à reprendre ses sorties en kayak. Il est cependant conscient qu'il doit une fière chandelle aux personnes qui l'ont secouru ce jour-là. Je suis très reconnaissant envers mon ami Aaron et aux autres kayakistes de m'avoir tiré de là. Il n'y avait aucune chance que je m'en sorte tout seul. Le mont Everest, dans la chaîne de l'Himalaya, culmine à près de 9000 mètres. C'est le plus haut sommet du monde et le lieu par excellence de l'alpinisme. À cheval entre le Népal et le Tibet, 375 grimpeurs y ont déjà perdu la vie, dont la majeure partie dans la zone de la mort. La zone de la mort désigne des points qui culminent à plus de 8000 mètres et où la raréfaction de l'oxygène rend la vie humaine quasi impossible. Malgré cela, certains n'hésitent pas à relever ce défi magistral. Je m'appelle Abdul Jabbar Bhatti. Je suis médecin. Je rêvais de sensations fortes et d'aventures.
Alors j'ai rejoint les forces spéciales de l'armée pakistanaise. Et c'est au sein de l'armée pakistanaise que l'amateur de sensations fortes Abdul découvre sa passion pour l'alpinisme, avec pour objectif ultime de conquérir un jour l'incontournable mont Everest. J'avais déjà 59 ans. À l'époque, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Avec 40 ans d'expérience en alpinisme à la clé, Abdul débarque à Katmandou, au Népal, pour préparer son expédition. Car l'ascension de la plus haute montagne du monde ne se fait pas en solitaire. J'ai débarqué à Katmandou et j'ai demandé où est mon Sherpa. Les Sherpas sont des alpinistes d'élite, réputés pour leur connaissance du terrain et pour leur endurance en haute altitude. Mais il s'avère que le Pakistanais a plus d'expérience que son Sherpa, qui n'a que 19 ans. Mais Abdul n'est pas prêt à abandonner le rêve de sa vie, et c'est ensemble qu'ils commencent leur ascension. Jusqu'au camp 2, mon Sherpa était bon, très normal. Mais le jour suivant, il est devenu très lent. Lentement mais sûrement, Abdul et son Sherpa atteignent le camp 4, à 8000 mètres d'altitude. Ils doivent maintenant compter sur leur bouteille d'oxygène pour faire face aux conditions extrêmes, car ils sont entrés dans la fameuse zone de la mort. Le lendemain matin, on a atteint le sommet sud. Et mon Sherpa m'a tendu la bouteille d'oxygène qu'il portait. C'était la seule. Il reste 130 mètres à gravir jusqu'au véritable sommet de l'Everest. Et les parcourir avec une seule bouteille d'oxygène pour deux est un pari risqué. J'avais une certaine appréhension, mais j'ai accepté. Car normalement, il y avait de l'oxygène pour 6 heures, ce qui devait nous permettre de faire l'aller-retour. Malgré les risques encourus, Abdul est déterminé à affronter la dernière ligne droite et tous deux parviennent à atteindre le sommet. Quand j'ai atteint le sommet, le Sherpa a pris mon appareil photo pour prendre quelques clichés. Mais on n'est pas resté longtemps. Il m'a dit qu'il voulait repartir car il commençait à tourner de l'œil. Quand on a commencé à redescendre, je l'ai interrogé sur l'oxygène. Et il m'a dit « Docteur, pas d'oxygène ». Abdul et son Sherpa sont maintenant immobilisés dans la zone de la mort sans oxygène. La nuit, la température peut chuter à moins 40 degrés. Seuls sur le toit du monde, leurs chances de survie sont quasi inexistantes. Sur l'île de Java, en Indonésie, ces alpinistes font une pause après l'ascension d'un volcan, lorsque leur petit déjeuner est brusquement interrompu. L'éruption brutale projette des cendres à plus de 5000 mètres de hauteur. Les alpinistes sont contraints de se mettre à l'abri. Heureusement, les grimpeurs ont agi rapidement et s'en sortent sains et saufs. Mais parfois, lorsqu'on est coincé entre le marteau et l'enclume, la seule façon de survivre est de ne plus bouger. Dans le nord du Pakistan, lors d'un important éboulement, 2 passagers sont immobilisés derrière leur bus. S'enfuir pourrait leur être fatal. Leur seule chance de survivre est d'attendre et d'espérer. Leur patience porte ses fruits. Ils s'en sortent indemnes. Mais parfois, une situation est si critique qu'une action immédiate est le seul moyen d'en réchapper. En Inde, de fortes pluies ont fait sortir une rivière de son lit, piégeant un groupe de villageois qui descendaient de la montagne. Heureusement pour eux, un ouvrier présent sur les lieux parvient à transporter les personnes bloquées dans la rivière à l'aide de sa pelleteuse et à les poser sur la terre ferme. À quelques centaines de mètres du sommet de l'Everest, Abdul et son Sherpa sont en danger de mort. Il fait nuit, la température est extrême et ils n'ont plus d'oxygène. Il faisait sombre et j'avais un peu peur. Il voulait redescendre, mais j'ai refusé. J'ai dit, on reste ici. Et je me suis endormi. Quand soudain, à la tête d'un autre groupe d'alpinistes, arrive le Sherpa chevronné Ang Tshering. Notre groupe a été le premier à les trouver. Ils étaient incapables de parler, mais on voyait qu'ils étaient encore vivants. L'un de nos guides a contacté le camp de base par radio et a demandé qu'on envoie des secouristes sur place. Il faisait nuit noire et on ne pouvait pas faire grand-chose, à part leur donner de l'oxygène. Après les avoir laissés, on a pensé que des secours viendraient les chercher. Après avoir partagé leur oxygène et demandé de l'aide par radio au camp de base, Ang et ses compagnons de cordée ont poursuivi leur ascension. Mais sur le chemin du retour, quelques heures plus tard, Ang reçoit un choc. On a été surpris de les voir encore là.
Le Pakistanais n'avait pas bougé et on a trouvé le Sherpa dans un état pire encore. Leurs mains étaient gelées, ils étaient aphones, sans aucune réaction. Ils étaient presque morts. Alors on a décidé de les redescendre. Vous inquiétez pas, on va vous redescendre. Ils m'ont donné de l'oxygène et puis on a commencé à descendre. Une équipe traînait mon Sherpa et 2 hommes étaient avec moi. Abdul et son Sherpa ont une chance de s'en sortir. Mais le camp le plus proche est 700 mètres plus bas et la descente est très périlleuse. On marchait, on était épuisés et on manquait d'oxygène. C'était donc difficile. À un moment donné, on a pensé qu'il valait mieux les laisser sur place et continuer sans eux. Mais finalement, on a décidé de tenter le coup. On ne voulait pas les abandonner à leur triste sort. Ça nous a pris entre 6 et 7 heures. Quand on a atteint le camp, on était vraiment heureux. Une fois au camp, Abdul et le Sherpa sont traités par des médecins pour les gelures et le mal de l'altitude, avant d'être transportés par avion à l'hôpital de Katmandou. J'ai perdu des phalanges de ma main droite. Mais à la main gauche, j'ai perdu tous les doigts. Mais je peux quand même faire tout ce que je faisais avant avec mes mains. Le Sherpa a perdu tous ses doigts, mais pas ses orteils. Il y a un très bon médecin à Vail, Colorado. Et je pense qu'il va avoir des prothèses de doigts maintenant. Je salue mes sauveteurs, car ils ont risqué leur vie pour nous. Je n'aime pas qu'on m'appelle un héros. Je n'aurais pas pu faire ça tout seul. C'était vraiment épuisant, mais avec du recul, on est vraiment heureux d'avoir pu sauver des vies. Il n'y avait jamais eu de sauvetage à cette altitude. C'est le seul sauvetage comme celui-ci.